son enfance, son univers, son jacaranda. Chapitre 1 1994 La guerre. J'ignore pourquoi j'ai répondu « la guerre » quand Sophie, la déléguée qui préparait ma défense au conseil de classe, m'a demandé pour quelle raison mes résultats du dernier trimestre étaient si catastrophiques. Elle a insisté. « La guerre ?» J'ai répété « Oui, la guerre. » Je n'allais quand même pas avouer que je n'avais rien foutu, que j'étais un tir au flanc qui passait son temps à rêvasser et à écouter du rock. Il fallait trouver une explication convaincante, impossible à vérifier, et qui puisse émouvoir le conseil de classe. J'aurais pu prendre l'excuse de la maladie grave, du cancer ou de l'insuffisance cardiaque, mais il aurait fallu fournir des justificatifs médicaux, ou raconter que mes parents s'étaient récemment séparés, mais c'était le cas de la moitié des élèves du bahut, et ça ne les empêchait pas d'avoir des notes convenables. Alors, sans trop réfléchir, j'ai dit que c'était à cause de la guerre dans le pays de ma mère. Je n'en revenais pas d'inventer un mensonge pareil. Mais plus j'y pensais, et plus je trouvais cette histoire crédible. Aux infos, on parlait de ce conflit depuis des semaines, avec des images choquantes qui hantaient l'esprit. Même s'il s'agissait d'événements lointains dans un pays inconnu, tout le monde, à ce moment-là, voyait à peu près de quoi il retournait. J'ai sorti le grand jeu, j'ai tout inventé. Les atrocités de la guerre, le chagrin de ma mère, les cauchemars de mon père, ma difficulté à me concentrer et à étudier sereinement. J'ai su que mon mensonge fonctionnait parce que Sophie m'écoutait les larmes aux yeux. Lors du conseil de classe, elle a si bien plaidé ma cause, reprenant avec émotion mes arguments, que les enseignants, bouleversés, ont décidé d'attendre avant de statuer sur mon sort. Je n'avais pas imaginé que le collège convoquerait mes parents. J'étais pris à mon propre piège. Dans le bureau du directeur, assis entre mon père et ma mère, la tête baissée, pendant que le professeur principal relisait à voix haute les propos de la déléguée, je fixais mon pied qui s'agitait frénétiquement sous la table. En sortant du rendez-vous, alors que nous étions encore dans l'enceinte du collège, mon père m'a passé un savon humiliant devant un groupe d'élèves hilars. Mais le plus dur à encaisser a été le silence de ma mère. Son silence de toujours. Elle s'est contentée de me dévisager durant d'interminables secondes. Un regard plein de mépris qui m'a donné envie de disparaître à jamais. Durant plusieurs jours, elle ne m'a pas adressé la parole. Mon bulletin est arrivé la semaine suivante. Dans la case « Observation », le principal avait écrit un cinglant « Quand le mensonge fait surface, la confiance coule ». Sans surprise, je redoublais ma 6e. C'est ce printemps-là que le Rwanda s'est invité dans nos vies pour la première fois. Ma mère n'en avait jamais parlé. Pour elle, son existence avait commencé en 1973, lors de son arrivée en France. Elle ne faisait pas d'allusion à sa famille, ne disait rien de son enfance, ne possédait aucune photo de sa jeunesse là-bas. Petit, j'avais certainement dû lui demander où se trouvait son pays, ses parents, mes grands-parents que je ne connaissais pas. Je ne me souviens plus de ses réponses. Le passé de ma mère était une porte close. D'ailleurs, elle n'écoutait pas de musique rwandaise, ne cuisinait pas de plats de là-bas et ne m'avait pas chanté de berceuse dans sa langue maternelle. Chez nous, pas le moindre objet exotique et aucune connaissance rwandaise ne venait jamais nous rendre visite. Dans mon esprit, nous étions une famille française, banale. Bien sûr, ma mère ne pouvait pas dissimuler sa couleur de peau, et il arrivait régulièrement que des questions insistantes, des réflexions anodines ou des sous-entendus tendancieux la renvoient à ce pays lointain qu'elle n'évoquait ni ne revendiquait. Mais elle ne relevait pas. C'était anecdotique. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendu une seule fois se plaindre de sa condition ou dénoncer un quelconque racisme. Ce qui surprenait le plus, c'était son français sans accent. Les gens s'en étonnaient, la félicitaient quand ils apprenaient qu'elle n'était pas née ici. La seule faute qui lui arrivait parfois de commettre était une étrange confusion entre le masculin et le féminin où, quand elle était fatiguée,